Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Les jeunes représentent plus de la majorité de la population malienne selon les statistiques. Sont-ils impliqués et engagés dans le processus de la transition? Quelles sont leurs préoccupations et défis? Sont-ils réalisables dans le contexte actuel? Quels peuvent être leurs rôles dans le développement du pays, surtout dans cette transition? C'est le sujet principal de ce débat. Pour en parler, nos invités sont Ousmane Maïga, responsable des programmes à Ajikad Mali, Boubacar El Hassan Doumbia, président de SOS Albinos, et Dr Doudou Ben Béchir Nyanga, sociologue, professeur à l'Université de Bamako. Je suis Arkia Touré. Chers auditeurs et téléspectateurs, bienvenue au Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Chers invités, merci d'avoir accepté notre invitation. Et alors, je vais commencer par vous, Monsieur Doumbia. Que pensez-vous à ce stade du processus de transition au Mali? Je pense que déjà, c'est une période propice pour entamer des réformes qui vont aller dans le sens de l'amélioration de la gouvernance. Donc, à ce stade, toutes les possibilités sont ouvertes pour que nous puissions venir dans un Mali plus prospère et plus développé. Est-ce que tu es satisfait du déroulement? On a un vice-président, un président d'abord, un vice-président et un premier ministre. Oui, je pense qu'on devait aller, selon moi, par rapport aux recommandations de la CEDEAO, puisque nous ne sommes pas on est en vase clos. On a des pays voisins, donc les recommandations de la CEDEAO voulaient qu'on puisse avoir un président de transition civile. Donc je pense qu'à ce stade, je dirais que la satisfaction va venir lorsque il y aura l'abandon des sanctions de la CEDEAO sur le pays. Et en termes de représentativité des jeunes, qu'en pensez-vous? Alors, à ce stade, je ne sais pas trop par rapport à la représentativité des jeunes, parce que je me dis que aujourd'hui, est-ce que les jeunes sont beaucoup plus impliqués dans la transition? Je ne pense pas trop, mais maintenant, peut-être quand les gouvernements et autres seront mis en place, on pourrait avoir des données pour pouvoir apprécier. Je n'ai pas d'éléments pour apprécier exactement. D'accord. Monsieur Nyang, le processus de transition au Mali, qu'en pensez-vous? Bonjour et merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ce plateau. Le processus est au début, donc apprécier, ce serait un peu pas trop prudent. C'est seulement le président et le vice-président de la transition qui ont été installés. Donc nous attendons dans les jours à venir l'équipe gouvernementale et à partir de là, on pourra mieux se prononcer. Donc vous pensez qu'à ce stade, on ne peut pas parler de représentativité des jeunes? C'est trop tôt parce que l'équipe n'est pas mise en place. Mais les autorités de la transition sont là. Et selon vous, est-ce que ce n'était pas possible d'avoir un jeune parmi ces trois personnalités? C'est ça la question en fait. Bon, déjà, que le vice-président il soit civil et militaire, il est jeune. Dans la catégorie de la définition de la jeunesse, selon le ministère de la Jeunesse, c'est de 10 à 40 ans. Donc, à mon avis, le vice-président est dans la fourchette. Monsieur Maïga, selon M. Nyang, déjà les jeunes sont représentés. Bon, bien vrai que le vice-président, il représente le CNSP. Et selon lui, c'est une représentation de la jeunesse qui est là. Est-ce que c'est votre avis? À mon avis, pas tellement. Parce que, comme vous le savez, la jeunesse, selon la charte africaine de la jeunesse, c'est des individus qui sont entre 15 et 35 ans. C'est notre définition aussi. Les politiques ont une définition encore un peu plus large, jusqu'à 40 ans. Peut-être que c'est dû un peu au contexte aussi. Mais cependant, M. Assimi, le vice-président, il représente plus le CNSP, qui est un mouvement militaire, et militaro-politique, je vais dire, parce que ce sont eux qui étaient impliqués dans tout ce processus. Et il représente plus
les militaires que les jeunes. Donc du coup, par rapport aux jeunes, je ne vois pas jusque-là l'implication des jeunes en tant que tel. Du début des concertations jusqu'à nos jours, nous avons même vu pendant les premières apparitions de listes, il n'y avait pas précisément de place pour les jeunes. C'était des organisations de la société civile, c'était des partis politiques, mais ils n'avaient pas mis d'emphase ou de points particuliers sur la jeunesse. Et ensuite, dans la forme, nous voyons que quelques groupes, quelques organes sont là, notamment le président, le vice-président et autres. Donc, comme le docteur l'a signalé, nous attendons aussi le Conseil national de transition et le gouvernement. Est-ce que les jeunes ont des préoccupations évidemment à exprimer? Évidemment, comme vous l'avez dit, au Mali, nous avons plus de 75% de la population qui a moins de 35 ans. Alors, quand on voit cette marge qui est assez large de la population, il y a beaucoup de besoins. Il y a des besoins en termes de services sociaux de base, notamment en termes de santé, l'éducation que vous voyez qui est assez malade et très souffrante d'ailleurs. Et ensuite, il y a le système de sécurité qui est là, qui n'arrive vraiment pas à garantir à chaque Malien la sécurité, son intégrité physique, mais aussi la protection des biens et même du territoire national. Et cela, vous voyez que ce sont les jeunes qui sont aussi impliqués dans ces groupes terroristes qui sont aussi radicalisés. On voit aussi sur le plan politique qu'on a du mal à aller vers une transition générationnelle en matière dans la classe politique. Donc du coup, c'est une transition qui doit permettre à cette jeune de vraiment ramener le Mali sur de nouvelles bases et aussi pouvoir aller vers une refondation plus appropriée, adaptée aux réalités actuelles. D'accord. Monsieur Doumbia, est-ce que les préoccupations des jeunes? D'abord, les préoccupations des jeunes, je parlerai plus de la préoccupation des jeunes en situation de handicap. Parce que s'il est difficile, comme il vient de le dire, M. Maïga, je pense qu'il vient de le dire, si l'accès aux services sociaux de base est difficile pour les jeunes valides, si l'accès à l'éducation, si l'accès à l'emploi est difficile pour les jeunes qui sont valides, les jeunes en situation de handicap, le problème va se présenter beaucoup plus avec acuité. Donc, c'est les mêmes problèmes que tous les jeunes, mais avec la particularité qu'avec les personnes en situation de handicap, c'est beaucoup plus vraiment accentué, notamment en termes d'accès à la santé, à l'éducation. Par exemple, je me dis, s'il y avait un jeune handicapé moteur qui devait participer au débat aujourd'hui pour monter à l'escalier, ça allait être la croix et la bannière. Donc ici, à Studio Tamani, il y a déjà un problème d'accessibilité. On allait s'adapter. Ah, d'accord. On ne demande que ça. Voilà. Monsieur Nyanga, là, on parle des préoccupations des jeunes. Voilà. J'apprécie déjà l'aspect que M. Doumbia vient d'évoquer. Quand on parle de jeunes, souvent on a l'impression de généraliser la jeunesse de façon générale. Mais cette jeunesse, elle a des spécificités. Elle n'est pas homogène, elle est hétérogène. Nous avons une jeunesse hétérogène et chaque couche de la jeunesse a des problèmes particuliers. Le problème que lui vient d'évoquer est une réalité. Et en parlant de jeunes, de jeunesse, nous avons souvent l'impression qu'il y a certaines couches de la jeunesse qui sont priorisées, favorisées par rapport à d'autres. Quand nous prenons, il l'a dit, les personnes handicapées, nous avons les jeunes ruraux, notamment qui sont suffisamment oubliés, n'est-ce pas? On va en parler. On va en parler. Donc nous avons une jeunesse hétérogène et dont la prise en compte demande beaucoup plus de réflexion. Cette équipe de transition, je vois mal comment elle peut gérer tous ces aspects de la question, mais nous allons y arriver. Mais est-ce que cette équipe va pouvoir se pencher ou devrait se pencher sur la question des jeunes? Il l'a dit, le représentant, M. Maïga l'a dit, si dans ces statistiques, il parle de 75% de la population qui est jeune, donc cette transition, elle doit forcément s'intéresser à ces questions-là si elle veut avoir le cutus pour mieux s'adapter aux réalités, au contexte. Est-ce que vous pensez que leurs préoccupations sont légitimes? C'est plus que légitime. Quand on prend un jeune qui a fini l'école, qui cherche un emploi, le premier responsable qui regarde, c'est les dirigeants. C'est comme si, voilà, j'ai rempli ma part du contrat, l'autre part, c'est à l'État de m'insérer. Donc c'est une question principale qui peut venir pour un jeune en situation de recherche d'emploi. Ok. Monsieur Maïga,
Est-ce que vous pensez que les préoccupations des jeunes sont réalisables? Lui, il a dit dans ce temps, pour lui, le temps est un peu court. Est-ce que tu penses que c'est possible quand même de réaliser certaines de vos préoccupations? Oui, effectivement, je pense que c'est bien possible, vu un peu la durée de la transition et tous les moyens que l'État a en termes de moyens financiers, matériels, mais surtout politiques. Et aujourd'hui, si ils arrivent à bien gérer cette transition et donner une stabilité politique au Mali, les premières personnes à en bénéficier, ce sont les jeunes qui sont tellement victimes de cette instabilité politique sur tous les plans. Et ensuite, l'instabilité sécuritaire aussi, s'ils arrivent vraiment à déployer les moyens qu'il faut afin de pouvoir renforcer la sécurité des Maliens et de leurs biens, c'est très profitable aux jeunes. Mais surtout, ce qu'il y a, ça doit être, comme je l'ai dit, une période qui doit permettre à ces groupes de dirigeants de la transition, ces organes, de vraiment mettre un accent en particulier sur la participation politique et publique des jeunes. C'est-à-dire, les jeunes sont victimes de plusieurs facteurs qui les empêchent d'accéder à l'espace public, notamment sur le champ politique. Vous voyez que si vous prenez un peu les responsables politiques du Mali, il est très difficile de voir un jeune émerger, parce qu'il y a toujours les anciens qui continuent à occuper les grands postes de responsabilité dans ces groupements. Et aussi, si vous partez dans la société civile, je vous avoue aussi que ce n'est pas facile pour des organisations de jeunes de pouvoir vraiment s'affirmer et de montrer au monde qu'ils sont capables. Ensuite, sur le plan économique, je pense que le docteur l'a signalé, les questions d'emploi sont très légitimes. Pourquoi? Parce que nous sommes confrontés à un problème de système. Nous avons des écoles qui produisent des produits qui ne sont pas du tout consommables sur le marché de l'emploi malien. Vous partez, nous avons beaucoup d'écoles sur la littérature, des universités, sur les sciences sociales, dont vraiment le besoin n'est pas encore là. Donc du coup, c'est une opportunité aussi peut-être de déclencher, pas peut-être d'aller directement sur la réforme, mais de déclencher une réforme de notre système scolaire ou universitaire afin que les formations qui seront dispensées après le bac ou le DEF puissent être adaptées aux réalités locales. Donc de ce fait, je pense que c'est une très belle opportunité pour aller vers ces réformes qui sont très légitimes. Okay. Au début, vous avez parlé aussi de la non-implication des jeunes au processus. Mais est-ce que vous pensez que les jeunes sont-ils réellement engagés? Oui, je pense qu'aujourd'hui, quand vous voyez tout ce qui a été fait comme mouvement, je prends le M5, récemment un M4, vous allez voir, ce sont les jeunes qui sont devant. Quand vous prenez la moyenne d'âge de la foule qui entoure ces responsables, je suis sûr qu'on ne va pas avoir moins de 35 ans. La majorité a entre 25 et 35, même des jeunes de 15 ans se sont manifestés. Maintenant, ils sont vraiment engagés, mais la jeunesse, comme dans plusieurs autres pays, a encore besoin de plus d'orientation, mais pas d'instrumentalisation. Donc du coup, les politiques et les autres acteurs qui sont devant ces mouvements ont tendance à juste montrer, à prendre les jeunes comme un instrument de pression, d'influence, vous voyez, au lieu de les prendre plutôt comme des personnes aussi qui peuvent produire et faire des réflexions et amener le Mali à un avenir meilleur. Ok. Monsieur Doumbia, Monsieur Maïga vient de le dire, il dit que la formation ne répond pas aux besoins sur le marché de l'emploi, par exemple. Tout à fait, tout à fait. On a l'impression que le système produit des chômeurs potentiels parce qu'on se dit aujourd'hui le Mali a plus besoin de techniciens. Il y a tellement de littéraires. Il faut une adéquation de la formation liée aux réalités de chez nous pour que nous puissions aller vers l'emploi. Maintenant, si le système n'est pas adapté à ce que les entreprises ont besoin réellement au Mali, cela va de soi qu'on va sortir et on aura toujours ce problème d'avoir accès à un emploi. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des plaidoyers dans ce sens dans vos différentes organisations? En ce qui concerne les jeunes en situation de handicap, en fait, il y a eu beaucoup de plaidoyers. Il y avait même eu un certain nombre d'avancées parce qu'à un moment donné, la fonction publique avait commencé un recrutement spécial de jeunes en situation de handicap qui se sont évertués à pouvoir terminer les études. Mais après, ce système a été arrêté. Même à la date d'aujourd'hui, il y a une liste d'un certain nombre de jeunes handicapés qui est au niveau de la fonction publique qui attend un arrêté pour qu'ils puissent commencer à travailler. Donc je pense qu'on a fait assez de plaidoyer en ce sens. Ok, M. Nyang. La question, elle revient toujours, la question d'une adéquation entre la formation et l'emploi. Et j'ai même mené une étude allant dans ce sens.
Mais c'est une réalité, mais ce n'est pas seulement ça la base du problème. Il y a ce qu'on appelle le concept de représentation sociale liée au profil de formation. Les offres de formation existent. Mais la représentation sociale qu'on a de tel ou tel emploi fait que les jeunes sont beaucoup plus orientés, par exemple, à aller faire droit, à aller faire économie pour être inspecteur des finances, à aller faire droit pour chercher à être conseiller des affaires étrangères. Mais nous avons aussi des formations qui sont adaptées à nos réalités. Qui ne sont pas sollicitées. Qui ne sont pas... C'est-à-dire quand on parle de mécanicien tout de suite, la représentation sociale que nous avons des mécaniciens, c'est autre. Mais est-ce qu'on a des centres de formation? Il y a plein de centres de formation. Nous avons des métiers connexes, de plomberie, de maçonnerie, de savonnerie, etc. etc. J'ai analysé les 5 directs concours de la fonction publique. Ce problème existe. Vous avez des postes qui n'ont pas été pourvus parce qu'il n'y a pas de qualification. Et pourtant, les formations existent bel et bien ici. Les gens préfèrent aller à l'université, faire des grandes études, au lieu de s'orienter vers ces métiers porteurs. Donc nous avons un problème de représentation sociale, n'est-ce pas, lié aux offres d'emploi. Au-delà de cette inéducation entre la formation et l'emploi. Ok, M. Maïga. M. Nyang parle d'une représentation sociale qui est là, pour lui, qui est une contrainte ou ce n'est pas un frein au développement des jeunes. Qu'en pensez-vous? Oui, par rapport aux questions d'emploi, oui, il y a cela qui compte beaucoup. Mais surtout, pour moi, c'est surtout un problème qui est plus systémique. Parce que depuis à l'école, qu'est-ce qu'on nous apprend? Tu viens à l'école, c'est après pour être un bureaucrate. Mais si vous partez dans des pays qui sont encore plus développés, qui ont un peu plus de sens d'innovation et d'entrepreneuriat, on apprend aux enfants à entreprendre, à être autonomes depuis la première année jusqu'à l'école fondamentale. Et dans les lycées, vous avez souvent aussi des matières en création d'entreprises, en gestion et tout ça. Ce sont des choses aussi qu'il faudra intégrer dans notre système scolaire afin que chaque jeune Malien qui termine l'université ne veuille pas aller s'orienter forcément vers les sciences sociales qui sont déjà un peu caduques par rapport à notre situation et qui ne sont pas vraiment sollicités. Et ensuite, je pense que la jeunesse a beaucoup de problèmes. Monsieur, il est sociologue et je suis sûr que les pesanteurs socio-culturels constituent vraiment un frein. Au lieu que ce soit un moyen de promouvoir la jeunesse, c'est devenu plutôt un frein parce que nous avons toujours cette tendance à s'imaginer qu'un jeune n'est pas assez mature, il n'a pas encore toutes les qualifications qu'il faut, il n'a pas alors que ce n'est pas le cas. Il faut l'expérience et l'innovation pour faire un développement. Ce n'est pas toujours en faisant des choses assez ordinaires qu'on peut aller vers le développement. Comme on parle toujours de représentation sociale, est-ce que vous pensez que les préoccupations des jeunes au niveau urbain sont-elles différentes de ceux qui sont au niveau rural, par exemple? Oui, je pense parce que comme nous sommes toujours avec les statistiques, et je pense que plus de 65% des Maliens aussi vivent dans des milieux ruraux. C'est-à-dire nous avons une très grande concentration. Alors si vous partez dans ces zones, la très grande préoccupation pour moi, pour ces jeunes, c'est comment avoir un emploi et avoir des moyens de subsistance. C'est-à-dire s'il y a un jeune qui est déjà engagé dans des activités agricoles, comment avoir accès à la terre et comment aussi avoir accès aux moyens pour exploiter cette terre, ceux qui sont dans le domaine d'agriculture. Mais quand vous venez un peu dans les zones urbaines, je pense que nous sommes plutôt dans le secteur secondaire ou tertiaire, voilà, dans l'industrialisation, la transformation, mais surtout les services. Donc en termes d'emploi, je pense qu'il y a cette différence qui est assez, je crois, qui est assez large. Mais voilà, ensuite sur le plan politique aussi, je pense que le niveau de participation des jeunes au niveau rural, ça peut être étonnant, mais les jeunes au niveau rural sont très très engagés dans le développement de leur communauté. Ce sont des gens qui sont assez proches des dirigeants. Et ici, Saint-Pré, nous avons à la GICAD à peu près 100 clubs d'action citoyenne. Et il y a la majorité qui se trouve dans des zones rurales. Et j'avoue que ce sont des jeunes aussi qui sont très engagés par rapport aux jeunes urbains aussi qui sont plus... D'accord. Monsieur Doumbia, là on parle des préoccupations au niveau rural, par exemple. Oui, il l'a dit, ça ne peut pas être la même chose que les préoccupations de jeunes en milieu urbain. Donc, les jeunes, bien vrai qu'ils sont engagés au niveau rural, peut-être
et ils auront plus besoin peut-être de moyens les permettant de se lancer par exemple vers l'agriculture qu'un jeune qui est à Bamako ici qui aspire à être un bureaucrate. Est-ce que votre organisation prend en compte le cas de ces jeunes par exemple? Nous, en fait, on est plus basé sur la sensibilisation pour les questions de discrimination. Donc, comme le débat tourne autour de la jeunesse et en termes d'accès à l'emploi, je pense que je dirais que ce n'est pas trop exactement ce à quoi... D'accord. Voilà. Et M. Nyang, là on parle du cas des jeunes au niveau rural. Est-ce que vous pensez qu'ils ont des préoccupations qui doivent être prises en compte? Bon, quand on prend la politique nationale de l'emploi, qui est un document de référence, et malheureusement dans une de mes études aussi, je me suis rendu compte que les 75% des jeunes que j'ai interrogés ignorent même l'existence de cette politique nationale de l'emploi. Alors que c'est une politique spécifiquement dédiée aux jeunes et qui prend en compte tous les secteurs de développement, y compris le milieu rural, et notamment la loi d'orientation agricole. Donc, si cette politique est sérieusement mise en œuvre, je pense que ça peut prendre en compte les préoccupations des jeunes. Est-ce que, comme vous avez dit, vous avez mené une étude, est-ce que vous pensez que les jeunes ont été informés sur le contenu du document? C'est justement là le problème. Et les responsabilités sont partagées. Et ils sont sûrement membres de la société civile au niveau de la jeunesse. Ils ont une organisation, une fêtière, qui est le Conseil national de la jeunesse. Et je pense que ce rôle leur revient de droit. Et en synergie avec le ministère de l'Emploi et le ministère de la Jeunesse et des Sports. D'accord. Monsieur Maïga, est-ce que vous pensez que les jeunes ont été consultés? Parce que là, vous avez parlé de leur non-implication. Je sais pas, est-ce qu'à un moment, jusque-là, est-ce que les jeunes ont été consultés pour une implication prochaine dans cette transition? Oui, avant d'aller sur ça, je voudrais revenir sur la politique d'emploi, parce que la loi d'orientation agricole, pour vous dire à quel point les politiques ont un très grand rôle dans l'autonomisation des jeunes. Par exemple, il est prévu que 10% des terres aménagées soient rétrocédées aux jeunes. C'est-à-dire à chaque fois que l'État aménage des espaces, au minimum les 10% doivent être donnés aux jeunes. Mais aujourd'hui, vous partez dans nos zones, c'est très très difficile pour ces jeunes d'avoir accès à cette terre. Donc là, c'était juste un point qui me semble important. Donc vous dites que l'application n'est pas effective. Oui, le texte n'est pas du tout effectif. Maintenant, par rapport à la consultation des jeunes, comme je l'ai signalé lors de la concertation nationale, ce n'était pas assez précis. Mais malgré cela, nous avons vu beaucoup d'organisations de jeunes, dont AGICAD aussi, qui ont eu la chance, l'opportunité de participer à cette rencontre. Mais aussi, il faut se le dire que c'était une rencontre plus ou moins de façade, parce que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été recommandé pendant les concertations nationales, nous remarquons que le CNSP à l'époque avait beaucoup de mal à les appliquer, parce que ça ne va pas sûrement dans leur point de vue, mais avec un peu la pression de la CEDEAO, je pense que beaucoup de choses ont évolué. Donc du coup, une chose est de consulter les gens et l'autre chose c'est de prendre en compte leurs préoccupations et leurs suggestions. Monsieur Doumbia. Oui. Oui, il a parlé de texte. Je pense aussi qu'à notre niveau, actuellement au Mali, il y a une loi qui a été votée spécifiquement pour les personnes en situation de handicap. Mais malheureusement, jusqu'ici, il y a un problème de décret d'application de cette loi. Parce que dans cette loi, la loi prévoit le recrutement, par exemple, des jeunes en situation de handicap à titre exceptionnel dans la fonction publique. Mais ce n'est pas spécifié dans le document, ça doit être spécifié dans le décret d'application. Et donc, jusqu'ici, on attend le décret d'application de cette loi. Est-ce que vous avez revendiqué cela? Ça a été revendiqué plusieurs fois. Il y a eu beaucoup de plaidoyer autour de ça. On est là-dessus depuis 2018. Monsieur Nyang, est-ce que, voilà, là, on parle de l'implication des jeunes dans le processus? Ok, moi, je pense que l'implication, c'est à deux niveaux. À deux niveaux, les politiques doivent les appeler, mais c'est aussi à eux de s'imposer. C'est à eux de s'imposer. Il l'a dit, la Charte africaine de la jeunesse est là, et les textes sont clairs là-dessus. Et c'est à cause de ça que nous avons le Parlement national des jeunes, qui représente l'ensemble, n'est-ce pas, de la jeunesse du Mali.
et ceux du milieu rural que ceux du milieu urbain, qui participent, n'est-ce pas, on les appelle les députés juniors. Ils font un exercice, parce que dans la charte, on dit qu'il faut une participation pleine et effective, n'est-ce pas, de la jeunesse. Et cette participation, il l'a dit, c'est dans l'objectif d'apprendre leur métier qu'ils vont exercer après. Et quand on parle de participation, il faut qu'eux-mêmes viennent, au lieu d'aller voter pour quelqu'un, il faut voter pour soi-même. Et je pense que le processus est enclenché parce que les législatives passées, il y avait suffisamment de jeunes qui étaient représentés. Suffisamment de jeunes, je ne connais pas les statistiques. Mais est-ce que les jeunes ont un rôle spécifique à jouer dans cette transition? S'il y en a, explique-nous. C'est le rôle de participation, d'accompagnement. Il ne faut pas rester au grain, c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Chacun s'assoit au grain et critique. Il faut critiquer, mais apporter aussi des solutions. Les solutions, c'est quoi? C'est d'accompagner l'équipe transitoire qui va être là. La solution, c'est quoi? C'est que le Conseil national de la jeunesse parvienne à s'imposer pour qu'il y ait des voix au niveau des 21 représentants qui vont être mis en place. Il dit la société civile, mais le CNJ fait partie de la société civile. Mais malheureusement, les critères de sélection sont souvent politisés. Sinon, c'est un organe qui doit représenter l'ensemble des jeunes sur le territoire national. M. Maïga, M. Nyang pense que les jeunes doivent s'imposer. Est-ce que tu penses que ce n'est pas le cas? Oui, effectivement, je pense que c'est le cas. Les jeunes tentent tant bien que mal de s'imposer, de s'affirmer, et à travers les organisations de jeunes qui sont déjà en place, mais aussi à travers leur participation active dans des mouvements. Mais je pense qu'il y a cet aspect toujours d'instrumentalisation et de manipulation de ces jeunes qui sont très généralement mobilisés pour aller juste crier pendant des manifestations ou juste se mobiliser en foule. Mais on voit très souvent sur le podium, les gens qui prennent la parole, il n'y a même pas une personne généralement qui a moins de 35 ans. Parce qu'une chose est d'être là, mais l'autre chose c'est d'avoir le poids aussi, de pouvoir s'exprimer et avoir aussi pesé sur la balance. Et malgré la situation, est-ce que les jeunes ont des attentes encore? Est-ce que les jeunes ont encore des attentes? Oui, les attentes, je pense que nous, à JICAD, en tant qu'organisation de jeunes de la société civile, nous voudrons vraiment que cette transition s'efface dans la plus grande transparence et dans le plus grand respect de tout ce qui est texte, et qui sont la charte, la transition, la constitution, la feuille de route qui sera mise en place, mais aussi surtout que le processus électoral soit un processus le plus transparent possible, parce que tous nos problèmes viennent des élections en général, parce qu'on fait tout pour élire des gens qui ne représentent pas forcément, qui n'ont pas assez de légitimité, et après ça nous conduit toujours à des rejets de la population. Donc nous voyons que cette transition soit un moyen d'organiser les élections transparentes et participatives sur l'étendue du territoire, mais aussi la réforme constitutionnelle qui doit se faire. Donc aussi que cette réforme se fasse de la manière la plus participative possible, mais aussi en prenant en compte tout ce qui existe déjà comme matière à partir du dialogue national. Il y a eu d'autres symposiums, d'autres états généraux sur les différentes questions. Donc prendre en compte cela et mettre un accent particulier sur la représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision. Monsieur Doumbia, donc lui, au niveau de leur organisation, ils attendent quand même plus de transparence tout au long du processus. Et qu'en est-il du cas des personnes vivant avec un handicap? C'est exactement la même chose. On voudrait aussi que la transition soit transparente et que tout ce qui a été dit dans les textes, notamment la charte de transition, puisse être appliqué. Et par rapport à l'organisation des élections, effectivement, il ne faudrait pas que ce soit des élections qui puissent être contestées. Donc, nous attendons également aussi vraiment que ce soit une transition vraiment transparente. M. Nyang, les attentes? Ok, moi je pense que... Et vous êtes jeune quand même. Oui, bon, je peux me retrouver dans la fourchette. Et la préoccupation principale aujourd'hui de la transition, ça doit être quoi à mon avis? Que la jeune refasse confiance aux dirigeants. C'est la première préoccupation. Qu'on arrive à dire, parce que voilà, pendant toute l'époque démocratique, n'était ces derniers temps, les jeunes se sont carrément décélérés de la politique, parce qu'on pense que la politique, avant c'était une histoire d'adultes, la politique c'est le mensonge, les politiciens c'est ceci, c'est cela.
Et ce qui fait d'ailleurs que quand les débats sur les réseaux sociaux, etc., les gens étaient beaucoup plus réticents à ce qu'on donne le pouvoir aux civils, et notamment aux politiciens. Donc, cette équipe de transition doit avoir cette capacité de redonner, n'est-ce pas, confiance aux institutions de l'État. Et à partir de là, ce qu'ils peuvent faire, ce que la jeunesse peut aussi faire, c'est de parvenir à s'imposer, comme ça a été au Sénégal pour le cas des femmes, n'est-ce pas, qu'on arrive à leur donner un quota. J'avais la question, parce que j'allais poser la question, est-ce que c'est une solution? Parce qu'avec les femmes, on a la loi 052, voilà, qui exige à satisfaire une exigence. Donc, pour les jeunes, est-ce qu'il ne faut pas faire la même chose pour promouvoir les jeunes? Mais quand on analyse la liste des partis politiques, n'est-ce pas, lors des législatives passées, c'était ça. Au moins, il y avait une femme candidate aux élections. Donc, si on arrive... le changement n'est pas simultané. Ça prend du temps. Donc, il faut que les jeunes prennent conscience qu'ils doivent participer. Donc, en imposant, n'est-ce pas, un quota, c'est déjà un bon début. Et ça va permettre, n'est-ce pas, comme actuellement, ce n'est pas les politiques qui sont au pouvoir. Donc, s'ils arrivent à imposer cela, mais c'est un bon début. Mais est-ce que les jeunes ne peuvent pas s'imposer à travers leurs capacités et leurs compétences pour obtenir ces postes? C'est un peu compliqué parce que pour arriver à ça, il faut arriver à faire la politique autrement au Mali. Faire la politique autrement au Mali, ils ont parlé de transparence, n'est-ce pas? Il est candidat tout de suite, je ne pense pas qu'il va être écouté. Moi, je viens avec mes sous et lui, il n'a rien. Donc, ça devient un peu plus compliqué. Donc, pour arriver à ce niveau, pour pouvoir s'imposer de façon plus transparente, il faut qu'il y ait des garde-fous, faire les élections, faire la politique autrement. Donc déjà, si on arrive à faire comme des systèmes de quotas et exiger qu'au niveau des partis politiques, il y ait un adulte, une femme et un jeune, c'est déjà un plus. Monsieur Maïga, est-ce que vous pensez que le système de quotas pourrait résoudre un peu le problème au niveau des jeunes? Oui, je pense que ça peut être un coup de pouce politique et juridique en même temps, parce que comme vous l'avez constaté, nous avons vu l'effet de la loi 052 sur l'Assemblée nationale qui vient d'être dissoute. Donc vous voyez qu'il y a eu une augmentation de taux par rapport aux femmes dans l'Assemblée. Mais comme monsieur l'a signalé, il y a une très grande différence en termes de moyens et aussi en termes d'accès. C'est-à-dire un jeune qui veut avoir accès à la liste sur les élections législatives et être candidat, c'est pas du tout facile parce que comme vous le voyez déjà, les partis sont créés et ce sont les mêmes responsables qui sont devant ces partis et qui mettent les personnes qu'ils veulent comme tête de liste. Mais quand il y a une exigence juridique pour leur dire de promouvoir la jeunesse, je pense que c'est une possibilité. Mais cela n'empêche, les jeunes, nous devons aussi, revenir à nous-mêmes, essayer aussi de mettre en place des mécanismes pour s'aider et être solidaires surtout entre jeunes, parce que c'est ce qui est aussi très très important, je pense. Bon, selon vous, qu'est-ce qui peut ralentir ou bloquer le processus compte tenu de la participation effective des jeunes? Je pense que ce qui peut bloquer la participation des jeunes, c'est d'abord un peu ces préjugés, ces pesanteurs socio-culturels sur les jeunes. Parce que très généralement, quand vous parlez de jeunes aux gens, il y a beaucoup de personnes, je ne veux pas dire qui sont allergiques à la jeunesse, mais qui ne sont pas très ouvertes. Parce que pour ces gens, la jeunesse représente un peu l'immaturité, la jeunesse représente un peu le désordre, alors que c'est tout à fait le contraire. On est juste le produit de l'éducation que nous recevons. Donc du coup, je crois qu'aujourd'hui, la jeunesse malienne s'est éduquée elle-même et a pris conscience, parce que nous avons traversé tellement de choses de 2012 à aujourd'hui. La jeunesse a tout vu et a tout vécu. Donc du coup, je crois que cela a créé un éveil de conscience au niveau de la jeunesse malienne aujourd'hui, qui est debout et qui est prêt à s'engager sur tous les fronts et démontrer aux Maliens et aussi au monde entier de quoi elle est capable. Voilà. D'accord. Monsieur Doumbia, oui. Selon vous, se trouve le blocage? Pourquoi les jeunes n'arrivent pas à s'affirmer, à s'imposer en termes de politique? C'est une question de moyens pour moi. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut faire la politique au Mali, on parle d'argent. Si vous voulez être dans une liste électorale, pour être tête de liste, il faut avoir les moyens de pouvoir vraiment financer le reste même de la liste. Donc si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas être tête de liste. Donc
comme les autres viennent de le dire, si on avait imposé à ce que dans chaque liste pour les élections, ils puissent avoir des jeunes, la représentation des jeunes, ça allait être beaucoup plus facile pour que les jeunes puissent vraiment accéder à ces postes électifs. Monsieur Nyang, Oui. est-ce que pour lui, c'est une question de moyens. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on pense aussi que les jeunes n'ont pas cette capacité à assumer les postes, je ne sais pas, de direction en quelque sorte? Bon, les choses sont mélangées. Ils l'ont tous évoqué. Moi, je dirais d'abord qu'il y a un problème de blocage psychologique. Aujourd'hui, vous êtes jeune, attendez votre tour. Quand est-ce que ce tour va venir? Et pendant ce temps-là, la jeunesse va finir. Donc, c'est d'abord s'accepter. Au lieu de partir sur la liste de tel parti, aujourd'hui, nous avons vu l'exemple des partis qui sont des indépendants qui sont devenus candidats, présidents et autres. Donc, pourquoi ne pas former des listes d'indépendants, n'est-ce pas, au niveau de cette jeunesse-là? Premier aspect. Deuxième aspect, c'est de 2012 à maintenant, nous pensons que nous avons vu une nouvelle forme de contestation politique et de participation de la jeunesse. Ce qui n'est pas anodin. Ça veut dire que les jeunes commencent à avoir cette conscience, n'est-ce pas, de participation accrue. Donc, au lieu d'aller vers X ou Y parti, il faut s'assumer soi-même. Et à partir de là, le processus sera bien amorcé. Sinon, vous pensez que les jeunes sont capables d'assumer ces rôles? Oui. Et comme on a l'habitude de dire en Bamanangan, Monsieur Maïga, donc, bon, que peut-on faire maintenant à ce stade pour une meilleure représentativité des jeunes? Oui. Est-ce que tu as des propositions? Oui, je pense que le premier aspect est d'abord par rapport aux compétences des jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons assisté à plusieurs jeunes maliens qui sont responsables d'entreprises dans le secteur privé qui arrivent à faire émerger. Plusieurs autres jeunes maliens qui sont responsables d'organisations de la société civile qui arrivent à bien gérer ces organisations et aussi à déployer les moyens qu'il faut pour l'atteinte de leurs objectifs. Mais aussi sur le plan politique, nous assistons aussi à plusieurs jeunes aujourd'hui qui émergent et qui ont juste besoin de cet accompagnement, mais aussi de ce leadership, surtout de leur part pour pouvoir y arriver. Doumbia, et quelle pourrait être la solution selon vous pour une meilleure représentativité des jeunes? Au niveau politique? Au niveau politique. Merci pour la précision. D'accord. Donc, il faudrait d'abord que les jeunes puissent prendre conscience que quand on dit que notre tour va arriver, je pense que le tour ne va pas arriver. Et il faudrait qu'on essaie de s'assumer, que les jeunes même prennent conscience que le pouvoir, la conquête du pouvoir, on doit le porter. Et on doit s'investir dans le champ politique. On doit essayer de conscientiser, puisque nous sommes 75% de la population. Je pense que si les jeunes votent déjà les jeunes, cela va de soi qu'on puisse arriver à ces postes électifs. Donc il faudrait qu'on se conscientise entre nous, qu'on se sensibilise et qu'on comprenne qu'il faudrait qu'on fasse la politique autrement, qui n'est pas les questions d'avoir de l'argent ou de prendre les achats de conscience et payer pour pouvoir accéder à des postes électifs. Donc si nous arrivons vraiment à nous engager dans le champ politique et à faire confiance en nous, je pense qu'on pourra vraiment accéder à ces postes électifs. Est-ce qu'au niveau de SOS Albinos, vous comptez vraiment vous imposer pour participer à cette transition politique? SOS Albinos est déjà dans la Fédération malienne des associations de personnes handicapées. Donc, à ce niveau, la présidente de cette fêtière a déjà participé au processus de consultation et qui, d'ailleurs, est prévu qu'elle participe normalement au collège transitoire. Donc, à ce niveau, le plaidoyer est fait de façon ensemble pour que nous puissions ne pas aller en rang dispersé. Monsieur Maïga, à quoi peut-on s'attendre si les jeunes sont activement représentés dans cette transition? C'est Nyang, pour cette précision. Excuse-moi, Nyang. Pardon. Quand ils sont représentés, la première des choses, ou l'essentiel, ça va être quoi? Ils vont s'occuper d'eux-mêmes.
au lieu que les gens viennent parler à leur place, ils vont parler eux-mêmes. Ils vont pointer du doigt leurs problèmes. C'est beaucoup plus simple, n'est-ce pas, à ce niveau-là, de s'assumer que de passer par autre chose. Et là, ma crainte, c'est au niveau de la fêtière. C'est au niveau de la fêtière. Il y a beaucoup de problèmes, même au niveau des élections. Malheureusement, on n'a pas un représentant pour nous édifier sur cette question. Voilà, je suis du secteur jeunesse-emploi, donc je sais un peu de quoi je parle. Donc, les jeunes eux-mêmes ne voient pas cette organisation-là comme telle. Et l'autre aspect, c'est quoi? Il ne faut pas qu'on résume la jeunesse à la jeunesse urbaine. Il faut aller vers les jeunes ruraux. Et quand on quitte Bamako, on va un peu plus loin, au fin fond de Ousbidien, la jeunesse n'existe presque pas. Les préoccupations ne sont pas prises en compte. Donc, et qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent seulement qu'il y ait la pluie pour qu'ils cultivent. Et pourtant, ils font partie de cette jeunesse comptabilisée, n'est-ce pas, dans les statistiques. Donc, leurs préoccupations doivent être prises en compte. Si les autorités transitoires doivent poser des actes, il faut qu'ils posent, comme il a dit, il y a la révision constitutionnelle, qu'ils viennent poser des actes que les politiques ne peuvent plus réformer. Et donc là, il y aura des garde-fous, n'est-ce pas, pour prendre en compte les préoccupations de tout le monde. D'accord, M. Maïga. Bon, selon vous, qu'est-ce qui va arriver si les jeunes sont activement impliqués dans cette transition? À quoi peut-on s'attendre? Et je pense que si les jeunes arrivent à s'organiser à l'interne avec les différents regroupements, mettre en place une dynamique plus ou moins commune et ensuite avoir un document de positionnement, c'est-à-dire pour la jeunesse, qui va contenir tous ce qui sont les besoins des jeunes par rapport à ces réformes et qui arrive aussi à faire porter ces messages auprès du Conseil national de transition, le président de transition. Je pense que le résultat sera juste qu'on aura un Mali carrément refondé parce que ce serait une refondation qui est faite par un autre groupe d'âge qui n'est pas celui qui est en exercice depuis 30 ans ou 40 ans. Donc du coup, le nouveau Mali viendra des nouveaux Maliens qui sont majoritairement de jeunes qui ont de nouvelles idées, de nouvelles propositions de gestion de l'État, de nouvelles réformes institutionnelles et de nouvelles manières de faire. Donc du coup, on aura le Mali auquel nous nous attendons tous. Est-ce que vous ne pensez pas que ce changement doit venir des jeunes eux-mêmes en changeant de comportement, en s'imposant comme M. Nyang l'a proposé? Oui, ce changement, ce Malikoura, comme nous l'avons dit, c'est un Malikoura individuel pour chaque Malien, mais aussi un Malikoura des réformes de notre système électoral, une réforme plutôt de notre système électoral, une réforme de notre système institutionnel et de tout ce qui existe. Donc du coup, si les jeunes sont impliqués dans cela, nous pensons qu'eux, ils peuvent être d'un apport de taille pour aller vers cela et aussi, pourquoi pas, changer le comportement si on voit déjà que l'État assume aussi ses responsabilités en même temps. Donc sans le changement au niveau de l'État? Si, non, c'est pas forcément lié. D'accord. Doumbia, là on parle des solutions parce que nous arrivons au dernier tournant de cette émission. Oui, je pense qu'on avait déjà parlé des solutions. On a dit que les jeunes doivent déjà s'impliquer et de prendre à bras le corps le combat parce que comme disent les Bambara. Voilà. Mais j'espère que les jeunes sont prêts à changer au-delà du changement attendu des... Le changement, c'est déjà individuel, après collectif. Donc, je pense qu'en tant que jeune, on est prêt à changer. Voilà. Monsieur Nyang, pour votre dernier mot. Bon, mon dernier mot, c'est quand on parle de changement, ils l'ont dit, c'est individuel. On ne décide pas de changer de caractère comme on décide de changer d'habit. Donc, c'est un processus. Et que ma crainte, c'est quoi? Cette jeunesse manque aujourd'hui de repères. Donc, je crains que les mêmes choses ne se répètent. Ce qu'on est en train de reprocher à ceux qui sont devant aujourd'hui, si nous ne changeons pas de comportement, même si on arrive, c'est les mêmes choses qui vont se répéter. Donc, le changement, c'est tout de suite et maintenant. Le changement, c'est tout de suite et maintenant. C'est la dernière phrase pour cette émission. Chers invités, nous avons débattu quelles sont les préoccupations des jeunes pour la transition. Nos invités étaient Ousmane Maïga, chef des programmes, responsable des programmes à Ajikad Mali, Boubacar El Hassan Doumbia, président de SOS Albinos, et Dr Doudou Ben Béchir Nyang, sociologue et professeur à l'université de Bamako. Au niveau des régies vidéo, Mamadou
Ouattara et son Seydou Ndaw. Je suis Arkia Touré. Merci de nous avoir suivis. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.